Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce jeudi 30 juin. Exercice de crise à Chinon, la centrale nucléaire organisait aujourd'hui un scénario particulier. Le but de l'opération, anticiper la mise en place d'un dispositif de sécurité. L'intercommunalité, un chantier où il reste encore beaucoup à faire, mais avant il faudrait mettre tout le monde d'accord, un pari qui ne semble pas être gagné. Et puis les hommes ne rentrent pas tous dans le même moule. À Saint-Avertin, une exposition invite à la réflexion sur la différence. Scénario catastrophe à la centrale de Chinon. Aujourd'hui se déroulait un exercice de crise mis en place par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au mois d'octobre dernier. Une mise en situation demandée par les pouvoirs publics. Ce matin, la centrale découvrait son sujet de la journée, le système d'alimentation d'eau encrassée. L'objectif de cette simulation, mettre au point une interaction efficace entre la centrale et les mesures de sécurité prises par le préfet. Une journée particulière par Géraldine Colin-Lavaux. À 6h30 ce matin, la centrale nucléaire de Chinon a découvert le scénario de l'exercice catastrophe. Le système d'alimentation en eau serait encrassé. À 7h45, le centre opérationnel à la préfecture de Tours est mis en place. Préfet, pompiers, gendarmerie, représentants EDF et Météo France. Avec des vents de nord-nord-ouest qui, fort logiquement, vous donnent des projections dans le secteur du secteur sud à sud-est. L'étude des vents permet de savoir où sera basée la cellule de crise mobile. Ce sera au nord-est, à Saint-Patrice. C'est dans les premières minutes que les décisions doivent être prises. Cet exercice montre donc l'importance d'une bonne communication entre la centrale et les pouvoirs publics. L'interaction entre un exploitant qui gère un incident et les pouvoirs publics qui sont chargés de protéger la population autour d'une centrale, ce problème-là est un problème essentiel qu'on retrouve dans tous les scénarios, dans tous les accidents ou les incidents nucléaires. À Chinon, 85 personnes sont mobilisées, un moyen de vérifier les compétences et la gestion du stress. D'ailleurs, la pression monte car le réacteur n'est plus alimenté en eau et forme une faille libérant des particules radioactives. On n'évacue pas les populations du périmètre des 2 km, mais les salariés... C'est pour ça que j'en parle, parce que nous, très clairement, on va limiter le personnel à juste ce qui est nécessaire pour gérer l'incident. Le scénario catastrophe commence. L'incident est classé niveau 3 sur une échelle de 7. Concentration est le maître mot des techniciens de la centrale. On est sur des scénarios très compliqués, avec beaucoup d'événements qui se produisent, donc ça demande de la part des équipes motrices beaucoup d'attention. L'exercice s'est fini vers 17h30. On note tout de même quelques failles pendant cette journée, comme la sirène d'avoine qui n'a pas fonctionné ou encore un problème de communication au niveau de la mesure de la radioactivité. Tous les ans, il y a 4 exercices grandeur nature dans des centrales en France. Se rajoutent à ça les exercices en interne, une fois par mois à Chinon. À Sazilly, l'enfouissement des lignes à haute tension continue d'inquiéter les riverains. Cet après-midi, ils étaient une dizaine à interpeller 2 techniciens de RDF venus sur les lieux pour étudier le projet. Depuis hier seulement, la maire de Sazilly, Anne Fagus, s'est rangée de leur côté. On écoute Jean-Michel Roux, un des nombreux riverains à s'opposer à l'enfouissement de ces lignes. Ce qui nous révolte sur ces lignes, c'est le manque de concertation avant l'arrivée des machines, pendant que les machines exécutent leur travail et par la suite également. Ce qui nous révolte, c'est de ne pas avoir été prévenus, de ne pas pouvoir discuter de la configuration des lieux, des risques pour la santé, pour des raisons de mesures scientifiques qui existent aujourd'hui et qui préconisent une distance de sécurité de 1 mètre par 1000 volts enterrés, de lignes enterrées. Nous disons, il existe un doute sérieux pour la santé. Propos recueillis par Romain Delville. Marisol Touraine soutiendra François Hollande. La présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire se dit convaincue qu'il est le candidat qui pourrait au mieux incarner le rassemblement des socialistes et mener la gauche à la victoire. Marisol Touraine rappelle aussi qu'elle apporte son parrainage à Ségolène Royal pour lui permettre d'être candidate. On l'écoute.
Après avoir échangé personnellement et directement avec plusieurs candidats, et notamment François Hollande, il m'a semblé qu'il était celui qui portait une vision réformiste, moderne, préoccupé à la fois de redynamiser notre économie et notre appareil de production, de faire en sorte qu'une véritable politique de justice sociale s'installe. Et vous le savez, je suis personnellement extrêmement attachée à ce que les politiques sociales soient à la fois fortes et innovantes. Propos recueillis par Sébastien Branger. L'intercommunalité, une réforme qui fait grand bruit. Hier soir, à l'ordre du jour du Conseil communautaire, un sujet a particulièrement attiré l'attention. Cette proposition d'étendre le périmètre de Tourplus aux communes de Chanceau-sur-Choisy, Parcé-Mêlée et Roche-Corbon. Hier soir, la délibération à ce sujet était suffisamment significative. Une délibération qui portait sur 3 points de cette réforme. Gaël Poulain. Premier point de la délibération proposée mercredi soir aux conseillers communautaires, l'extension du périmètre de Tourplus aux communes de Chanceau-sur-Choisy, Parcé-Mêlée et Roche-Corbon. Un serpent de mer extrêmement médiatisé qui n'a pas rencontré de véritables oppositions. Ça fait 10 ans qu'on a des contacts avec ces 3 communes. Enfin, il faut aller voir sur place. Vous êtes à Tours, vous faites 1 mètre, vous êtes à Parcé-Mêlée. Les élus de cette commune, pas dans leur unanimité, mais dans leur grande majorité, veulent venir avec nous. Ils l'ont voté, ils ont réitéré leur vote, on ne va pas les refuser maintenant. Ainsi, c'est plutôt le deuxième point de la délibération, le principe de création d'un pôle métropolitain et la réforme des collectivités en elles-mêmes qui ont provoqué le résultat des votes. 5 voix contre et 1 abstention pour dénoncer un projet de schéma intercommunal en désaccord avec les volontés des communes concernées. Au lieu de travailler au projet commun que ces territoires peuvent avoir ensemble et qui les amènerait à vouloir décider à s'associer pour pouvoir répondre mieux à leurs habitants, on leur dit il faut que vous fassiez des plus grosses intercommunalités. Autre sujet de discorde, les délais. Un point qui a particulièrement marqué Laurent Baumel, maire de Ballans-Miré, qui garde en mémoire le temps qui avait été nécessaire à la dissolution de la communauté de communes de la Confluence. Je trouve qu'on va trop vite, notamment dans le monde rural, où on force un petit peu les communautés de communes à se regrouper et que l'on ne tient pas assez compte de leurs propres désirs. Pour d'autres, cette réforme difficile aurait néanmoins le mérite de provoquer les débats. Quand on a créé l'intercommunalité en Indre-et-Loire il y a une dizaine d'années, on savait qu'à un moment on se reverrait pour savoir si on avait l'envie de travailler toujours ensemble ou si on avait envie de travailler avec d'autres personnes. Finalement, pour les communes, c'est un peu comme dans la vie d'un couple. On peut à un moment se marier et puis avoir envie de se séparer parce que ça ne marche pas. Réfléchir aux unions possibles et aux séparations utiles. Un point également souligné par Christian Gattard, rapporteur de la CDCI, la commission départementale de la coopération intercommunale, qui n'a pas manqué de rappeler aux élus qu'il était encore temps de proposer un schéma alternatif à celui du préfet. L'UNEF, le syndicat étudiant, réclame plus d'avantages. Hier soir, une délégation d'étudiants s'est présentée devant les locaux de Tourplus avant que le conseil communautaire ne débute. Ce qu'ils souhaitent, un tarif étudiant dans les bus de Tours. Ils ont pu rencontrer le maire de la ville, Jean Germain. L'heure est à la négociation. On écoute Lolita Hubert, présidente de l'UNEF à Tours. Pour le moment, on va déjà voir ce qu'on peut, un petit peu la position qui pourrait en découler là, pendant les premières semaines de septembre avec les discussions qui vont s'aborder. Mais bien entendu, si on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, par exemple, là on discutait, il voulait faire une différence entre les étudiants boursiers et les étudiants non boursiers. C'est peut-être là-dessus qu'on devra hausser le ton par différentes choses, que ce soit par continuer bien entendu de faire signer les pétitions, mais pourquoi pas faire en sorte de faire des rassemblements importants à la rentrée, ce genre de choses pour montrer qu'on ne sera sans doute pas d'accord sur tout, mais qu'on fera en sorte que les revendications des étudiants soient entendues et qu'elles soient respectées. Propos recueillis par Gaël Poulain. Le verdict est tombé cet après-midi pour les salariés de SES, l'entreprise spécialisée dans les panneaux de signalisation. Le repreneur est la société Alandia. 138 licenciements sont prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi. Une enveloppe de 100 millions d'euros sera allouée au reclassement.
121, c'est le nombre de suicides de détenus au cours de l'année 2010. À l'occasion de la journée des prisons, initiée il y a maintenant 10 ans, le barreau de Tours souhaite attirer l'attention sur l'état inquiétant des établissements pénitentiaires. À la maison d'arrêt de Blois, où nous sommes rendus, il y a au total 173 détenus pour 104 places. Une surpopulation qui, pour certains, favorise la récidive. Anaïs Michaud a rencontré une épouse détenue à l'association d'accueil des familles. Un témoignage émouvant. On arrive ici avec la boule au ventre, on y revient après le parloir, le cœur serré et les yeux pleins de larmes. Qu'on ait besoin de parler ou de prendre un café bien chaud, la maison d'accueil des familles de détenus de Blois permet de rompre la solitude avant et après les visites à la maison d'arrêt. La conversation s'engage ou ne s'engage pas, donc nous respectons ces temps de silence aussi, évidemment, et tout en sachant que parfois des personnes vont peut-être pendant plusieurs mois venir ici, être très peu parlé, et puis d'un seul coup un jour où ça sera plus tranquille, où elles auront nous livrer un petit peu leurs difficultés, leur mal-être, ou aussi parfois des réussites, des moments aussi, des moments de joie. Il va être libéré maintenant, ou je suis soucieuse, il passe en commission d'application des peines, enfin voilà, des choses, ou carrément des fois de leur histoire, voilà. Donc ces moments-là, il faut savoir les recueillir et savoir les écouter. Une oreille attentive, de l'empathie et un bon nombre de conseils, des choses simples mais difficiles à obtenir pour les familles qui souffrent souvent du regard des autres. Je vais en ville des fois, tiens c'est la femme du prisonnier, c'est le tôlard, ça va être une tôlarde elle aussi, c'est beaucoup de choses comme ça, beaucoup de gens méchants surtout, qui fait que nous on peut être triste et quand on arrive ici on oublie tout, on passe la grille, on oublie tout. Une solidarité primordiale pour les familles qui se retrouvent parfois sans aucune ressource du jour au lendemain. Ils ne se préoccupent pas des familles qu'il y a derrière. Pour eux, voilà, ils sont détenus, ils ont fait leurs bêtises et ils doivent être détenus, ils ont aucun droit. Voilà ce qu'on nous a dit la dernière fois, ils n'ont pas de droit. Ils sont ici, ils n'ont pas de droit. Alors que c'est des êtres humains et ils ont le droit à des droits. La Rapège se donne donc pour mission de permettre aux détenus et à leurs familles de retrouver un peu d'humanité. L'Homme T, pour lutter contre l'exclusion à Saint-Avertin, au Jardin des Rives, une trentaine d'artistes mettent la main à la pâte pour fabriquer des hommes grandeur nature constitués de fibres de verre. Objectif de cet effort artistique, démontrer que les hommes ne rentrent pas tous dans le même moule. Une exposition, vous l'aurez compris, qui célèbre la différence. Julien Bernier. Imaginez un mannequin sans sexe, sans doigts, sans expression. De ses 1,80 m, il se tient droit, les pieds immobilisés dans un bloc. Constitués de fibres de verre, ces hommes singuliers sont fabriqués à partir du même moule. Inspiré d'un projet artistique portugais, l'Homme T, c'est son nom, a séduit la ville de Saint-Avertin. On a ramené une quinzaine de mannequins retravaillés par des artistes ou par des personnes en difficulté, voilà, de Porto. On est allé les chercher. Et en même temps, on a ramené des silhouettes des mannequins qui étaient vierges. Des hommes nus donc, une même base de travail pour les artistes et le résultat est différent. Ils étaient même complètement libres puisqu'il y en a certains qui ont complètement déstructuré le mannequin, il y en a certains où on reconnaît le mannequin de base très facilement, certains qui ont fait quelques petits ajouts. L'exposition est composée d'une quinzaine de projets portugais et autant de français. Parmi eux, des artistes confirmés et des jeunes repérés par l'association Tourangelle Mode d'Emploi. Un tremplin pour les étudiants comme Damien Potier. Il a choisi d'ouvrir l'intérieur de son mannequin. Quoi de mieux que de le découper et de faire des ouvertures avec des charnières de porte pour qu'il y ait un dialogue entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Après, je lui ai implanté un panneau solaire dans le front, petite touche humoristique, pour faire descendre de la lumière à l'intérieur. Donc l'Homme T s'allume la nuit, tout seul, il est en autonomie. Donc aujourd'hui, en plus, on parle beaucoup d'écologie, d'énergie renouvelable, etc. Donc il est autonome. À chaque œuvre, un homme unique. Certains artistes lui offrent un cœur, d'autres lui allongent ses membres, ou encore il peut être réduit en cendres. Mais derrière le miroir de la différence, nous sommes tous formés à partir du même moule. Une exposition qui commence dès demain et se terminera à la fin de l'été. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont arrivés en France ce matin. On en parle dans un instant avec Dominique Gerbeau, président du Club de la Presse. À tout de suite.